Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité de ce 23 octobre. Point d'étape dans le processus de l'autonomisation de l'ARS Mayotte. Le conseil de surveillance qui a réuni les différentes parties prenantes a présenté le plan santé pour l'avenir de Mayotte. Parmi les priorités, plusieurs travaux d'urgence prévus au centre hospitalier de Mayotte. Dans ce journal, nous parlerons de sécurité avec la toute nouvelle brigade autonome de Koungou. Elle est opérationnelle depuis ce lundi. C'était l'un des engagements pris par le gouvernement afin de désamorcer la crise qui a récemment paralysé Mayotte. Immersion au cœur d'une brigade de gendarmerie, c'est le dossier de ce journal. Et puis ce congrès qui réunit au centre hospitalier de Mayotte des professionnels de santé depuis hier. Plusieurs ateliers mis en place afin de partager les expériences et mener une réflexion sur l'amélioration de la prise en charge en réanimation pédiatrique. Reportage à suivre tout à l'heure. L'ARS Mayotte en voie d'autonomie. À l'occasion de la présentation du plan santé pour l'avenir du territoire, plusieurs priorités ont donc été avancées. Parmi elles, la prévention à la santé et le développement de l'offre de soins à Mayotte. Laïni Saïd Hachim, Fahar Housseni. Ce plan comporte deux volets. La prévention et le développement de la santé. Le premier consiste à renforcer tous les outils qui servent à promouvoir et améliorer l'animation territoriale de la politique de santé publique autour de 4 axes prioritaires. Pour mener à bien ces missions de proximité, 10 postes supplémentaires sont créés. C'est une nouvelle agence de santé au profit d'une nouvelle politique. Et cette nouvelle politique déclinera les priorités que vous avez évoqué. Donc d'abord un premier axe autour de la santé nutritionnelle et le sport. Ce sera l'objet de la première grande campagne de communication à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. La santé sexuelle, reproductive, environnementale et la lutte contre les addictions tant attendues par les acteurs sociaux ne sont pas en reste. Le budget de la politique de prévention va doubler pour atteindre plus de 15 millions d'euros en 2019 grâce au soutien du Fonds d'investissement régional. Afin de développer et d'améliorer l'offre de soins, le centre hospitalier va lui aussi connaître certaines transformations. Des travaux d'urgence sont prévus dans les mois à venir pour les services de la maternité, chirurgie et médecine d'un montant de 30 millions d'euros, dont 20 financés par l'État. Les travaux urgents vont permettre d'agrandir déjà un petit peu le bloc opératoire sur la partie maternité et sur la partie chirurgie autre que maternité. Les travaux urgents vont aussi permettre d'augmenter les lits de médecine. Ils vont permettre aussi de développer les consultations externes et de délocaliser les consultations pluridisciplinaires. L'hôpital a établi son calendrier et il va commencer par la toute première phase qui est d'utiliser un programmiste, de recruter un programmiste. Parce que c'est le programmiste qui va lui permettre d'y voir clair dans l'adéquation entre les besoins, les surfaces et les coûts. Cette étape est importante dans le processus de l'autonomisation de l'ARS Mayotte qui interviendra au 1er janvier 2020, une phase en préfiguration du grand chantier d'extension et de modernisation du centre hospitalier de Mayotte prévu horizon 2027 pour un coût total de 172 millions d'euros financés par l'État. Et on reste dans le domaine de la santé avec cette réflexion sur l'amélioration de la prise en charge en réanimation pédiatrique. Un séminaire s'est pour cela tenu au centre hospitalier de Mayotte. Plusieurs professionnels de santé venus de l'Hexagone et de la Réunion y prennent part pour faire part de leur expérience sur place. Hachim Saïd Hachim, Géraldine lui. À Mayotte, la moitié de la population a moins de 15 ans. Actuellement, le nombre de réanimations pédiatriques est de 200 enfants par an. Un chiffre élevé, mais pas suffisamment pour ouvrir un service dédié aux enfants sur le territoire. Pour ouvrir un service de réanimation dédié, il faudrait faire 500 admissions par an pour avoir un volume suffisant pour pratiquer régulièrement la réanimation. Mais on fait à peu près 200 admissions par an et donc on peut être autorisé à faire de la réanimation pédiatrique au sein de la réanimation adulte. C'est-à-dire comme on pratique souvent la réanimation, que ce soit adulte ou pédiatrique, on est bon quand il y a un enfant qui a des défaillances d'organes et qui a besoin de réanimation vite. Un service de réanimation mixte, adultes et enfants, qui fonctionne efficacement avec 14 lits, bientôt renforcé par 2 lits supplémentaires.
Une organisation du service bien adaptée à la situation de Mayotte pour l'instant. Je vais donner un exemple tout simple. Il y a une technique qu'on appelle l'épuration extra-rénale. Dans des services de réanimation spécialisés, comme à Paris ou à Lyon, ils vont utiliser cette technique à peu près 15 fois par an. C'est une technique qu'on n'utilise pas beaucoup chez l'enfant. Or, parfois, c'est vital. Dans un service adulte, on utilise cette technique à peu près 300 à 400 fois par an. Donc quand, par exemple, ici, il y a un enfant qui arrive et qui a besoin de cette technique, on est beaucoup plus fort techniquement qu'un service de réanimation pédiatrique spécialisé comme Paris ou Lyon. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on dit on va brancher cette machine sur un enfant, ici, nous, on va mettre 20 minutes à brancher cette machine. À Paris ou à Lyon, moi je n'ai pas travaillé à Paris, ça pouvait mettre 1h30 à 2h pour brancher cette machine. Un savoir-faire, un atout important pour l'île, mais un élan freiné par le manque d'un psychologue dans le service et le renouvellement fréquent des infirmiers. Il y a un manque d'attractivité, je pense, pour les infirmières, ça n'engage que moi, et du coup on a un turnover qui est important, c'est-à-dire que les infirmières vont rester 1 an en réanimation, puis ensuite vont s'en aller, et ça, avant qu'une infirmière soit vraiment formée à la réanimation, il faut mettre 6 mois à la former. Une fois qu'elle est formée, elle va rester juste 6 mois. Et après, il faut recommencer. Ça, c'est le gros problème à Mayotte, c'est vraiment ce turnover important. Et si on arrivait à résoudre ce turnover important, je pense qu'on gagnerait encore en efficacité sur la réanimation pédiatrique à Mayotte. Des réanimateurs pédiatriques chez les adultes est un échange de compétences à soutenir encore, en attendant un volume suffisant pour ouvrir un service dédié entièrement aux enfants dans quelques années. Santé toujours avec l'arrivée à Mayotte du directeur général de la Croix-Rouge française, Jean-Christophe Combe, est dans le département pour une visite de 2 jours. À savoir que chaque année, près de 20 000 personnes bénéficient des actions de l'association à Mayotte. La Croix-Rouge, qui compte 56 salariés et près de 200 bénévoles, souhaite ainsi renforcer sa présence dans l'île, un territoire où les associations permettent de pallier la saturation dans les structures médico-sociales. On l'écoute, il s'est confié au micro d'Alda Halidi. On retrouve une Croix-Rouge ici qui est très présente, très ouverte aussi, qui travaille en lien avec les associations, en lien avec l'ensemble des partenaires publics, en lien avec l'État, en lien avec le conseil départemental pour agir auprès des populations vulnérables. Ce que j'ai vu aussi, c'est des équipes qui font preuve de beaucoup de créativité, de beaucoup d'innovation. On a des actions ici qu'on n'a pas sur le reste des territoires ultramarins ou en métropole. Le conseil d'administration a décidé d'investir pour les 3 années qui viennent de façon extrêmement importante sur les territoires ultramarins et plus particulièrement sur Mayotte. On considère que c'est un territoire où les besoins sociaux sont particulièrement importants. On souhaite venir structurer une offre de services sociaux, médico-social et sanitaire forte et de formation aussi, puisque c'est l'un de nos métiers, avec plusieurs axes stratégiques. D'une part, la prévention et la réponse aux risques de catastrophes naturelles et de crises sociales. Ça, c'est le premier axe. L'accompagnement de la jeunesse. Voilà pour ce volet consacré ce soir aux soins à Mayotte. Autre titre de l'actualité, la brigade territoriale autonome de Koungou qui est opérationnelle depuis hier. C'était l'un des engagements forts pris par le gouvernement suite à la crise contre l'insécurité. Et au lendemain du démarrage des activités de la brigade, l'unité a ouvert ses portes à l'une de nos équipes. 24 heures au cœur d'une brigade de gendarmerie, c'est le dossier de ce 19h. Il est signé Gervais Nietzsche et Daniel Abdou. Le signe de nous suivre là. Suivez-nous. Une centaine de mètres plus loin, l'automobiliste interpellé gare son véhicule sur un terrain vague, loin de la chaussée. Gendarmerie, appel moteur s'il vous plaît, présentez les papiers du véhicule et votre permis de conduire. Début du contrôle. Quelques minutes plus tard, l'ascension tombe, elle est lourde. Vous allez garer la voiture, de toute façon, je vais l'immobiliser. Non. On ne peut pas laisser repartir, monsieur. Ça, c'est interdit. Okay. Cette voiture, elle a été immobilisée pour plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est qu'elle est en défaut d'assurance. Donc, s'il se passe un accident, les personnes concernées ne seront pas prises en charge parce qu'elle n'a pas d'assurance. Elle a les vitres teintées, il n'y a pas de carte grise. 4 heures durant, l'équipe du chef Saïd Omar sillonne la commune de Koungou. Elle traque les auteurs d'infractions au cours de la route.
Ce monsieur, je lui reproche la conduite sans permis. Donc lui, il nous dit qu'en fait, il a le permis, mais voilà, il y a un souci au niveau de la préfecture. Donc c'est pour cela que je lui donne une convocation pour aller vérifier tout ça. C'est la première patrouille de la journée. Comme toutes les autres patrouilles de la gendarmerie, elle a un but bien défini. On va vraiment chercher à montrer déjà du gendarme, c'est sur le terrain, faire acte de prévention et répression si besoin est, si justement les individus sont dangereux pour eux-mêmes et autrui. Fin de la patrouille, retour à la base, débriefing avec le commandant de la brigade. La patrouille n'est pas la seule activité de la brigade territoriale autonome de Koungou. Ce bureau est celui du planton. Ici, pas une seule seconde de répit pour Mathilde. La gendarme reçoit les appels téléphoniques, renseigne des usagers qui viennent sur place. Gendarmerie de Koungou, bonjour. Pardon? Bonjour, c'est pourquoi, monsieur? Mais pas seulement. Il y a le travail à côté. Quand on prend des plaintes, il faut gérer l'enquête pour la victime. Oui. On prend le dossier dès le départ par le recueil de la plainte. Et puis derrière, on gère la suite de l'enquête. Voilà. On est l'intermédiaire entre la victime et le magistrat, en fait. La brigade territoriale autonome de Koungou compte 8 gendarmes départementaux, 4 gendarmes mobiles. On a aussi des escadrons qui sont actuellement détachés pour, je dirais, la sécurisation aussi des habitants, donc notamment qui est là en détachement de surveillance et d'intervention. Et on a aussi également des personnels qui sont aussi là en renfort pour la lutte et l'immigration clandestine. La brigade territoriale autonome de Koungou affirme disposer des moyens matériels et humains importants. Elle entend contribuer activement au recul de la délinquance et de l'insécurité à Mayotte. La population, pour sa part, attend des résultats. L'actualité en images avec l'environnement, nous vous en parlions dans nos éditions de la semaine dernière. Les assises sur la propreté urbaine ont démarré aujourd'hui à la MJC de Mgombani. Quelle propreté pour la commune de Mamoudzou? Pour y répondre, des débats, ateliers et des visites de terrain sont prévus à compter de ce mardi jusqu'au 25 octobre. Il est question des enjeux auxquels la capitale est confrontée dans ce domaine, ainsi que des actions à mettre en place. Parmi elles, améliorer le tri, la collecte, mais aussi changer les comportements dans la population dans le but de mettre un terme au dépôt de déchets sur la voie publique. Une restitution des travaux sera effectuée à la fin de ces journées. Nous les suivrons pour vous dans nos prochaines éditions. Images signées ici, Laïni Saïdachim et Fahar Housseni. L'actualité sociale, une délégation Force ouvrière FEC, Fédération des employés et cadres, est actuellement dans le département depuis hier. Objet de la visite, évaluer la situation sociale à Mayotte et soutenir par la même occasion les syndicats FO en lutte dans le département pour l'égalité des droits. Des visites qui ont démarré dès ce lundi avec des rencontres avec les adhérents. Elles se sont poursuivies ce mardi et continueront d'ailleurs demain. Et pour en parler avec nous, nous accueillons ce soir Sébastien Buzuris, secrétaire général de la Fédération des employés et cadres à Force ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle ici d'une visite avec comme objectif d'évaluer la situation sociale à Mayotte. Avez-vous dressé un bilan depuis ces 2 journées que vous êtes arrivé ici? Tout à fait, un bilan au-delà des objectifs que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière venait à la rencontre de ses adhérents, de ses sympathisants et de ses militants. L'intérêt pour nous était de venir voir sur le terrain quelles étaient les attentes, quelles étaient les revendications et voir quelle était la situation aujourd'hui sur une île qui se trouve bien loin de la métropole, mais pour laquelle Force ouvrière accorde toute son importance. Et le symbole de notre visite est là, c'est que l'on soit adhérent à Force ouvrière, à n'importe quelle fédération que ce soit, on a toujours une oreille attentive de sa fédération et lorsqu'elle le peut, sa fédération vient auprès de nos militants pour revendiquer et pour essayer d'améliorer le quotidien des travailleurs mahorais. Alors, vous venez de le dire, les attentes sont nombreuses. Est-ce que vous en avez entendu aujourd'hui? Que retenir justement de vos entretiens avec les adhérents? Aujourd'hui, ce que j'en retiens, c'est surtout une mobilisation des travailleurs. Les travailleurs mahorais ont beaucoup d'attentes, à la fois en termes d'emploi, en termes de conditions de travail, mais également en termes de pouvoir d'achat. Donc tous ces sujets devront être traités avec le plus grand des sérieux. Et on n'a pas l'impression aujourd'hui, que ce soit au niveau des administrations ou que ce soit au niveau du patronat local, qu'il y ait une volonté de dialogue social.
Et d'ailleurs, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que ce soir, nous devions rencontrer le préfet. Et malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Nous avons été reçus. Une délégation ministérielle nous a reçus. Nous avons pu évoquer nos revendications, mais nous n'avons pas pu rencontrer le préfet pour faire état de ces revendications, et c'est regrettable. C'était prévu, cette rencontre avec le préfet? Elle était programmée. Bon, vous savez, quand vous rencontrez le préfet, c'est jamais garanti à l'avance. Il y a un rendez-vous qui est pris, et suivant l'agenda, il est tenu ou pas. Mais ce que je dirais, c'est qu'il en ressort quand même un climat global où le dialogue social pourrait être grandement amélioré. Et je dirais que la première image, c'est de voir la préfecture avec devant des grilles qui barrent l'accès. Et je dirais que ce n'est pas une bonne image quand on parle d'ouverture et de dialogue social, et surtout avec une population qui attend beaucoup d'avancées sociales, qu'elle attend depuis de nombreuses années. Il y a eu des débats, il y a eu des luttes, et ces luttes doivent amener des changements. Et par moments, ces changements se font attendre. Et là, Force ouvrière souhaite le rappeler, l'administration doit avancer, et les patronats également. Les travailleurs attendent beaucoup. Alors, vous venez de parler d'une grille devant la préfecture. Vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc Mayotte, des collectifs locaux sont en conflit, en lutte en tout cas, contre l'immigration clandestine, avec une situation sociale très tendue. Ces derniers mois, une grève générale a marqué l'île pendant plusieurs mois. Est-ce que vous avez pris conscience, est-ce que vous avez pris la mesure justement des difficultés, des problématiques locales ? Il est clair que ces tensions sont flagrantes. Elles sont exacerbées également dans la mesure où il y a beaucoup de déceptions. C'est-à-dire qu'il y a eu des négociations, il y a eu des luttes par le passé. On en est sorti avec des protocoles d'accord, avec des décisions. Et aujourd'hui, les Mahorais attendent encore bon nombre de ces décisions. On les décale, on ne donne pas les budgets qui étaient prévus. Et ce que l'on se rencontre aujourd'hui, c'est que Mayotte n'est pas l'équivalent d'autres départements dans bon nombre de domaines. Et l'État français doit en prendre conscience. Les patrons également sur Mayotte doivent en prendre conscience. Des conventions collectives doivent être appliquées, des mesures salariales doivent être appliquées, mais également le Code du travail. Et on se rend compte que l'on prend du retard, et pourtant les attentes sont là de la part des travailleurs. Donc il ne faudra pas s'étonner si demain il y a de nouveau des luttes, parce qu'on ne les entend pas aujourd'hui. Sébastien Buziris, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, à vous également. Merci. Dans la région, une semaine après le début de l'insurrection à Anjouan et 2 jours après la prise de la Médina de Moutsamoudou par l'armée nationale pour désarmer les belligérants, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, s'est rendu sur l'île pour suivre les opérations militaires. Sur place, il a été interrogé sur le sort réservé aux insurgés qui ont mené une lutte armée contre les forces nationales. On écoute le président de l'Union des Comores. Il réagit au micro d'Ibrahim Youssouf. C'est vrai, on est en train d'apprendre. Bon, on n'a pas encore un niveau d'excellence, mais quand même, on fait mieux en matière de droits de l'homme. On fait nos efforts, on fait tout ce qu'il faut pour eux. Donc, les gens qui sont arrêtés, la justice est là. Ils sont exposés à la justice. C'est la justice qui va déterminer leur sort. Et ceux qui se sont enfuis, moi je leur dis de revenir. On n'a aucune animosité. L'accord qui a été signé, on allait l'accepter. S'ils avaient rendu les armes, on aurait pu les pardonner. Ce n'est pas fini. S'ils reviennent en nous disant là où il y a les armes, on va pardonner. Le plus important, c'est de voir vers l'avant la paix, la sécurité et le mieux-être de la population comorienne. Direction Paris à présent avec ce procès hors du commun qui s'est ouvert hier. 3 lycéens attaquent l'État en justice pour un contrôle aux faciès. Ils s'appellent Mamadou, Ilyas et Zachary. Lors d'une sortie scolaire l'année dernière, ils ont été fouillés et contrôlés devant leurs camarades de classe. A priori, sans aucune raison par des policiers en patrouille. Aujourd'hui, ils demandent réparation à l'État. Compte rendu d'audience avec nos confrères de France 3 Île-de-France. Ilyas, Mamadou et Zakaria veulent encore croire en la justice. On a voulu faire en sorte que ça s'arrête, que tous les jeunes comme nous, qui n'ont pas l'occasion de parler, nous au moins on prend cette force pour pouvoir au moins les représenter et parler. Dans sa plaidoirie, leur avocat détaille le comportement des policiers. Mise à l'écart des 3 jeunes gens, tutoiement, fouille humiliante des bagages. Des policiers qui, selon maître Ben Achour, se sentent couverts par la loi au nom de la lutte contre la drogue et le terrorisme. Au risque d'ailleurs de créer des résumés absolument saisissants qui mettent quand même en exergue un racisme au moins inconscient. On ne dit pas que les policiers sont racistes, on dit qu'ils sont amenés, pour ceux qui sont de bonne foi, à avoir des comportements et des activités
qui ont des effets discriminatoires. L'ex-professeure des adolescents était présente au moment des faits. Selon elle, ces 3 élèves ont été contrôlés en raison de leur couleur de peau. Avec le monde qu'il y a, je n'ai que 5 élèves et sur les 5, j'en ai 3 qui se font contrôler à 2 points différents de la gare. Voilà. Et l'attitude aussi des policiers. Alors je tiens quand même à souligner qu'il y a un policier sur les 3 du 2e contrôle qui était très bienveillant. Le procureur a demandé que les 3 plaignants soient déboutés. Il précise que les contrôles avaient été ordonnés par le parquet sur l'ensemble de la gare du Nord. Le ministère de l'Intérieur ne s'est pas exprimé à la sortie de l'audience. Jugement mis en délibéré au 17 décembre. Et puis cette scène de racisme surréaliste, elle s'est déroulée dans un avion de la compagnie britannique Ryanair. Un passager qui ne voulait pas qu'une femme noire s'assoie à ses côtés s'est mis à l'insulter et à demander son départ. La scène a été filmée par un autre passager. La vidéo tourne en boucle sur le web et les indignations se multiplient. Arnaud Comte. La scène se déroule à bord d'un avion Ryanair sur un vol Barcelone-Londres avant le décollage. Cet homme à lunettes assis près du hublot interpelle sa voisine de 77 ans qui vient de s'asseoir à côté de lui. Un témoin filme. La passagère tente de se défendre poliment, mais elle reçoit en retour des insultes racistes. Le voyageur assis derrière intervient. Mais calmez-vous, voyons. Un steward arrive. Il demande à l'homme de se calmer. Certains passagers exigent qu'il soit débarqué de l'avion. Mais le personnel décide finalement de changer de place la femme de 77 ans pour apaiser la situation. Une scène vécue comme une humiliation par Delcy Gale qui a témoigné à la télévision britannique. Il a payé sa place pour monter dans l'avion. J'ai payé la mienne. Je me sens vraiment déprimée. Quand je me couche le soir, je me dis « Qu'est-ce que j'ai fait de mal à part être noire ?» Pour sa fille, le personnel de Ryanair n'aurait jamais dû lui demander de changer de place. Je voudrais juste que la compagnie aérienne nous présente ses excuses. Ou au moins un début d'explication. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'arrivons plus à regarder cette vidéo. La vidéo a déjà été partagée des millions de fois sur Internet. Ryanair a expliqué dans un communiqué en avoir pris connaissance et avoir aussitôt alerté la police afin que l'auteur des insultes racistes soit identifié. Voilà tout pour l'actualité de ce mardi 23 octobre. Je vous rappelle qu'un point d'étape dans le processus de l'autonomisation de l'ARS Mayotte a été donné hier. Le conseil de surveillance qui a réuni les différentes parties prenantes a présenté le plan santé pour l'avenir de Mayotte. Parmi les priorités, on retiendra plusieurs travaux d'urgence prévus au centre hospitalier de Mayotte, parmi lesquels la prévention à la santé et le développement de l'offre de soins au CHM. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Des informations à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre site internet et sur YouTube. Dans un instant, vous serez avec Daresh Daou pour le journal en maoré. L'info revient demain en radio avec l'équipe de la matinale à 5h, puis à 13h pour le journal télé de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur la première. Rendez-vous ce mercredi 19h.